Le FC Barcelone plombé par ses cadres, dans les moments importants, ça vous dit pas quelque chose? Vous n'avez pas comme un air de déjà vu? Moi je réfléchis un petit peu, ça ressemble quand même pas mal à des petits trucs qu'on a vus l'année dernière. Les amis, débrief de cette défaite du FC Barcelone contre Monaco, vous inquiétez pas, les individualités sur lesquelles il va falloir taper, on va leur taper dessus, vous inquiétez pas, ça va arriver, mais vous commencez à connaître les débriefs. On fait ça dans l'ordre chronologique des choses, mais le Barça qui concède sa première défaite, toute compétition confondue, cette saison. Pourtant, ça commence bien, parce que la composition qui sort est la composition que j'avais prédite. J'espère que vous avez pensé à moi quand vous l'avez vu, parce qu'on était sur les choix peut-être Pablo Torre en 10, Ferran Torres pourquoi pas dans le demi-espace, et finalement c'est le Garcia Casado qui a remporté la mise, donc titulaire sur ce match-ci avec Pedri en numéro 10. Et donc on arrive sur ce début de match, on se dit comment est-ce qu'on va répondre à ce Monaco qui, on l'a dit, va être une équipe solide. C'est le titre de la vidéo de l'avant-match que j'ai sorti. Monaco est une équipe très solide, attention à eux. 10 premières minutes, les deux équipes vraiment se regardent les yeux dans les yeux. Les deux équipes apportent de bonnes choses. Tu vois que ça va être un vrai duel. C'est pas le même délire que Valladolid, c'est pas le même délire que Girona. Tant que le Barça va y avoir fort à faire face à ce Monaco qui peut apporter de très bonnes choses dans ce match-ci. Malheureusement, à la 10e minute de jeu, une erreur d'un de tes cadres te plombe le match. Ter Stegen te fait une passe désastreuse pour Eric Garcia qui lui également commet une erreur et qui se prend un carton rouge. Donc première erreur de Ter Stegen, encore une fois ça nous rappelle des choses de l'année dernière où des cadres comme Araujo ou des cadres comme De Jong ne répondaient pas présents. Encore une fois déjà Ter Stegen l'année dernière faisait pas mal d'erreurs importantes qui plombaient totalement l'équipe dans sa globalité. Une nouvelle fois une grosse erreur. Eric Garcia à mon avis commet également une erreur dans le sens où au bout d'un moment il faut que certains joueurs comprennent que tu peux laisser pourquoi pas l'occasion à Monaco de marquer. S'il marque, il y a 1-0 pour Monaco, mais tu continues le match à 11 contre 11. C'est possible peut-être de faire ça comme Araujo contre Barcola, là il y a 5 mois en Ligue des Champions. Peut-être se dire, ok on les laisse marquer, mais au moins on joue à 11 contre 11 les 90 prochaines minutes. Mais en tout cas on est face à cette erreur qui vient aussi du fait que le Barça n'a pas recruté au poste de numéro 6. Alors vous allez me dire, oui mais quel rapport, etc. Ter Stegen a fait une cagade, Eric Garcia aussi a fait son erreur. Je ne les dédouane pas en disant ça. Je vous dis juste qu'il n'y ait pas de repère entre ces deux joueurs-ci. On le voit très bien sur l'action. Eric Garcia ne sait pas s'il va recevoir le ballon, ne sait pas très bien où se positionner. Ça vient du fait qu'on est trop bougé à ce poste-là parce qu'on n'a pas eu de recrue phare à ce poste-là. On a tenté Bernal s'est blessé, on a tenté Casado. Casado maintenant a dû se déplacer en tant que relayeur parce que Dani Olmo s'est blessé. Du coup, tu mets Eric Garcia. À force d'avoir plein de changements, tu n'as plus de repères. Tu commets ce genre d'erreur. Encore une fois, je ne dédouane pas Ter Stegen, qui est pour moi le responsable numéro 1. Je ne dédouane pas Eric Garcia, qui est le responsable numéro 2. Je vous dis juste qu'il y a peut-être une petite corrélation. On arrive donc sur cette erreur qui fait très mal et qui m'énerve tout d'abord parce que le match est flingué, tu es à la 10e minute de jeu, le match est mort, c'est cramé pour toi, et en plus d'avoir un match qui est flingué, tu vas devoir dans la gestion des joueurs être en difficulté. Or vous savez très bien, je vous embête avec cette gestion-ci, on est toujours dans l'idée, là on a beaucoup de matchs, des matchs avec intensité, si en plus de ça tu joues 90 minutes, parce que tu vas jouer 90 minutes avec le temps additionnel, à 10 contre 11, mais moi ça me fait peur. Je pense à un Pedri qui va devoir faire le double d'effort que d'habitude et je me dis mais il va exploser mon pauvre Pedri. Donc déjà je suis énervé d'avoir un match qui est gâché et en plus je me dis dans l'idée de la gestion des efforts c'est catastrophique. Ensuite à partir de ce carton rouge, il y a deux possibilités. La première, Monaco relâche un tout petit peu son intensité. Vous savez des fois il y a des matchs, les équipes qui sont à 11 dans ce genre de configuration, elles relâchent inconsciemment un peu l'intensité. Elles se disent ouais ça va être facile etc. Du coup elles produisent moins d'efforts. Et de l'autre côté, l'équipe qui est à 10, elle boum, elle démarre, tambour battant, etc. Ils commencent à tous se mettre ensemble, serrer les coudes et ça se passe bien pour eux. À certains moments, ça se passe comme ça. On se dit ça peut se passer comme ça. L'autre solution, c'est que Monaco continue à mettre l'intensité qu'ils mettent sur ces 10 premières minutes et qu'ils enchaînent. Et c'est cette deuxième solution qui va arriver. Monaco enchaîne et continue à fournir du très beau jeu et va marquer 5 minutes plus tard. Superbe but d'Akliouche, il faut le dire, hein, c'est pas parce que c'est l'adversaire qu'on va pas le dire. Chaloupé dans la surface de réparation, frappe première poteau, superbe but, magnifique. Ensuite, après ce but, tu peux encore te dire il peut y avoir un relâchement de Monaco. Mais les 15 minutes qui suivent ce but, là il faut féliciter l'adversaire. Encore une fois, c'est pas parce que c'est l'adversaire qu'on va pas le dire. Monaco assure complètement, que ce soit dans l'intensité, la récupération du ballon, on est sous l'eau. Alors Pedri, Casado
Casado, ils se battent, hein, ils essayent, etc. Des fois, il y a des bonnes sorties de balle. On se dit, c'est incroyable, Pedri, ce qu'il arrive à faire. Mais forcément, à des moments, il y a des pertes de ballon. Parce que Monaco joue très bien son jeu. On l'a dit, c'est une équipe qui peut être dangereuse. Avec de la solidité au milieu de terrain, avec le Lamine Camara, avec Zakaria, avec de la qualité technique, Ben Seguir, Akliouche. Ils nous mettent en difficulté. Et puis, ils jouent bien. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Il y a des bonnes combinaisons. Il y a des temps forts de possession. Il y a surtout une récupération qui est rapide. Franchement, on est sous l'eau à ce moment-là. Et là, j'ai des flashbacks de ce match contre Paris Saint-Germain où également, on se prenait des vagues. Et on se prend des vagues du côté de Monaco. C'est très compliqué. Je me dis, mais comment on va s'en sortir? Et on s'en sort grâce à Lamine Yamal à ce moment-là. 27e minute de jeu, un but mature, extrêmement mature de Lamine Yamal. Il a 17 ans, il te sort des gestes pareils, c'est encore une fois incroyable. Déjà le déplacement, ensuite la manière dont il va bloquer Vanderson, c'est un geste d'un genre ultra mature de faire ce qu'il fait. Et ensuite, bon, il donne pas le ballon à Lewandowski. Sur le moment, je suis à deux doigts de crier sur Lamine Yamal, mais qu'est-ce que tu fais? Frappe, premier poteau, comme à Kliouche. C'est un geste qu'on voit de plus en plus dans le football européen, notamment marqué, démocratisé par Kylian Mbappé. Mais cette frappe-là qui met très en danger les gardiens actuellement, superbe but de Lamine Yamal qui nous sauve. Et là, encore une fois, on a des flashbacks un peu de l'année dernière en se disant on a des erreurs de cadre et on est sauvé par Lamine Yamal. Exactement comme l'année dernière. Mais bon, on arrive à s'en sortir. Et la fin de la première mi-temps, je me dis, ça va. On arrive à mieux contrôler, entre guillemets, le tempo. On se prend moins de vagues de la part de Monaco. Ça va un tout petit peu mieux. Mais il y a un point sur lequel je trouve qu'on est en difficulté. C'est la conservation du ballon. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est à 10 contre 11. Ok, je comprends très bien. Mais il y a un petit problème, selon moi. C'est l'association Baldé-Rafinha. J'en reviens surtout sur la seconde mi-temps. Mais le problème de ces deux joueurs-là, c'est qu'encore une fois, ils sont dans la surverticalité. Dès qu'ils ont le ballon, ces deux-là, c'est je vais tout le temps tout droit, que ce soit par la passe ou par le dribble, à aucun moment je temporise. Or, ça peut être très intéressant quand tu es à 11 contre 11, mais dès que tu es en infériorité numérique, c'est insupportable, parce que tu as juste envie de leur dire, les gars, baissez le tempo, tranquille, temporisez les moments où on a le ballon, et essayons un tout petit peu de le conserver, et de souffler, s'il vous plaît. Or, eux, dès qu'ils ont le ballon, c'est TGV, c'est tout droit. Donc ça, c'est un petit peu la chose qui m'insupporte sur cette fin de première mi-temps. On arrive donc en seconde mi-temps et on se dit comment ça va se passer. Qui va craquer entre guillemets physiquement? Nous on joue à 10 contre 11. Du coup moi je me dis ça va être dur. Au bout d'un moment on va lâcher. Monaco a l'air vraiment d'être solide en termes d'intensité. Mais finalement ce qu'on voit surtout des 15 premières minutes de cette seconde mi-temps, c'est un Barça qui de plus en plus va mieux justement dans cette seconde mi-temps. Tu as un Monaco qui relâche un petit peu les trains, qui te laisse un petit peu plus jouer. Tu les mets un tout petit peu en difficulté, certaines fois par des attaques dans la verticalité. Rafinha peut te mettre en danger. Un Lamine Yamal qui a de l'espace parce que ton bloc, tu essayes un tout petit peu de le resserrer. Du coup, tu envoies vraiment ces deux flèches entre guillemets du côté du Barça. Monaco recule un tout petit peu. On a des petits temps de conservation. Vraiment, ça va mieux et je commence à me dire, ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant du Barça. On peut peut-être, pourquoi pas essayer de chercher le second but. Malheureusement, on a un petit temps faible pendant 10 minutes. On est en difficulté. Et là où Rafinha, à partir de la 60e minute de jeu, mesdames et messieurs, Rafinha me rend complètement fou. C'est-à-dire qu'il enchaîne les pertes de balles axiales en voulant tout le temps jouer dans la verticalité sur Lewandowski et en ratant déjà tous ses gestes techniquement et en plus en faisant le mauvais choix. Encore une fois, on est sur un Rafinha qui est tout droit. Il voit que tout droit. À aucun moment, il se dit « Ok, je vais temporiser sur Pedri, sur Casado, on va conserver le ballon, on va souffler. » Non, c'est je prends la balle, boum, vers le but. Et là, à partir de la 60e minute, je vous jure, j'étais à chaque fois en colère dès qu'il ratait une touche. Et à la 70e minute de jeu, malheureusement, c'est lui qui perd le ballon. Vous regardez, il rate totalement sa passe pour Lewandowski dans un moment où à gauche, il a Baldé tranquillement. À droite, il a Lamine Yamal tranquillement. Il a Lewandowski en face de lui. Il rate techniquement son geste et ensuite ce n'est pas la bonne idée. Donc à ce moment-là vraiment je ne sais même pas qu'il va y avoir but derrière pour Monaco hein. Mais au moment où il rate la passe, je me mets dans une colère, je ne comprends pas comment il peut rater cette passe-ci. Ensuite mauvais alignement de la défense et là on va aussi parler d'un truc, c'est le problème de la profondeur de cette défense parce que si on veut jouer avec un bloc aussi haut, au bout d'un moment Cubarsí-Martinez dans la vitesse pure, il va y avoir des limites. Il va y avoir des limites. Alors je sais, Araujo a ses défauts. On l'a évoqué avec Café Barça dans la vidéo, etc. Il a ses défauts, notamment à la relance, etc. Mais si tu veux un bloc défensif aussi haut, au bout d'un moment, Araujo, c'est le seul profil actuellement que tu as au Barça qui peut essayer de combler ce problème. Je ne dis pas que ça va être parfait, mais ce genre d'action, elle risque d'être de plus en plus présente face au Barça, surtout dans les matchs où en face de toi, tu as un vrai niveau. Il va falloir faire gaffe à ce genre d'action concédée par le Barça. Et ensuite, l'attaquant de Monaco se trouve dans un face-à-face avec Ter Stegen, mais il n'est pas dans une position extrêmement bien. Tu te dis, un grand gardien encore peut me la sauver. Et le mec tire fort. Ok, il tire fort, mais il tire au milieu.
et Ter Stegen plonge et la balle rentre. Alors on a l'impression, parce que les commentateurs Canal+ étaient catastrophiques, que ok, belle frappe, etc. machin, mais Ter Stegen fait une erreur. Ter Stegen, il ne doit pas se prendre ce genre de but. Si c'est niveau FC Barcelone, Ter Stegen, c'est pas ce genre de but. Et par rapport à ce qu'il a fourni l'année dernière et là ce qu'il est en train de faire sur ce match-là où il nous tue, c'est très grave, c'est très grave. Et là, dans un moment où on pouvait se dire, pourquoi pas, on reste dans le match, on vise le match nul, etc., il nous plombe totalement et nous oblige à vouloir revenir au score et à revouloir mettre de l'intensité. Et donc là, le Barça va être en difficulté. Balogun fait une très bonne rentrée du côté de Monaco, nous met largement en difficulté. On n'arrive pas à s'en sortir, nous, de notre côté. On fait des changements, bon, à la 78e minute de jeu, donc il n'y a pas vraiment d'impact. Ansu Fati, que j'aurais aimé voir justement 25 minutes, 30 minutes si les matchs s'étaient bien passés, bah là, la configuration de match forcément nous oblige à ne pas le faire jouer, limite, juste tu le fais jouer 5 minutes, etc., pour lui donner un tout petit peu de temps de jeu. Mais voilà, c'est catastrophique ce match dans le sens où la gestion des joueurs, elle est pas bonne parce qu'on s'est fatigué par rapport au match contre Villarreal qui va arriver. On va avoir des joueurs à je sais pas quel niveau d'intensité. Plus tu le perds le match. Donc il n'y a vraiment pas grand chose de bon dans ce match-là. Il y a des moments qui ont été encore assez intéressants, hein. Pourtant, tout n'est pas encore une fois négatif à retirer. Tu as un bloc notamment qui, je trouve, s'aligne très très bien. Il y a eu beaucoup d'enjeux du côté de Monaco et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est amélioré par rapport à l'année dernière. Tu as des joueurs qui ont été à certains moments convaincants, des Pedri, Casado qui se sont battus, mais il y a certaines individualités. Là, dans ce match-là, c'était criant les problématiques qu'on a vues par rapport à leur jeu et par rapport à leur profil. Et ça pose problème. Et ce qui pose d'autant plus problème selon moi, c'est que le Barça, ok, on a été à 10 contre 11 pendant 90 minutes, on va le dire, si on compte le temps additionnel, etc. Même si on a été à 10 contre 11, on s'est fait bouffer dans les contacts, dans les duels, mesdames et messieurs. Alors je veux bien, oui, forcément, il y a un fait que tu joues à -1, que tu es en difficulté, que tu cours partout, c'est plus dur. Mais les joueurs de Monaco, ils nous ont mangé. Alors, c'était sympathique contre Girona, c'était sympathique contre Valladolid. Peut-être le Rayo Vallecano, c'était l'équipe qui, dans l'intensité, nous a mis le plus en difficulté. Mais là, on est tombé, on l'a dit, sur une vraie équipe qui te met au défi sur le combat, sur la force, sur les duels. Et on n'a pas du tout répondu présent. Donc ça me fait un tout petit peu peur pour la suite. Parce que les gars, en Ligue des Champions, ça va pas être le même niveau qu'en Liga. En Liga, ok, les équipes, elles jouent bien au football, etc. C'est léché, Girona, belle équipe si vous voulez, machin. Mais c'est pas des équipes qui vont arriver au contact, qui vont te mettre en difficulté. En Ligue des Champions, les clubs anglais, ils vont arriver sur toi de cette manière. Le Bayern Munich, qui va arriver sur toi de cette manière. Et il va t'imposer énormément d'intensité. Et pour l'instant, alors, il y a encore le facteur on joue à 10 contre 11. Je trouve que dans ce match-là, on a quand même pris cher au niveau des duels et au niveau des contacts. On s'en est sorti par certains moments grâce à notre technique, mais ça ne sera pas tout le temps suffisant pour le Barça. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce match-ci, c'est la fin d'une belle série. Encore une fois, comme pour les victoires, ne nous alarmons pas. C'est pas parce qu'on avait gagné 5 matchs d'affilée qu'on était la meilleure équipe du monde. C'est pas parce qu'on a perdu ce premier match de Ligue des Champions qu'on est la pire équipe du monde. Voilà, il faut savoir s'ajuster. Tout n'est pas parfait, on l'a dit, on est mi-septembre. Tranquille, c'est normal que tout ne soit pas parfait. On est dans un match où on a joué à 10 contre 11 à partir de la 10e minute, donc forcément c'est compliqué. Face encore une fois à une équipe solide qui sait se montrer convaincante, donc ne soyons pas alarmés. On a un match contre Villarreal ce week-end, il va falloir bien l'aborder, on va avoir le temps d'en parler sur la chaîne, mais tranquille. Ne s'alarmons pas. Oui, il y a certaines limites au Barça, mais elles ont toujours été présentes. Pas parce qu'on avait gagné 7-0 contre Valladolid que ça avait disparu, hein, les amis. Donc, tranquille, pas d'enflammade du côté positif comme du côté négatif, mesdames et messieurs, vous connaissez le dicton sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la commenter comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, à tout bientôt, ciao.